Mes parents m'ont abandonné en famille d'accueil à l'âge de 5 ans sans jamais donner de nouvelles. Aujourd'hui, ils intentent un procès pour réclamer une part de l'héritage de 80 millions de dollars que ma famille adoptive m'a laissé. Salut la famille, c'est grâce à votre soutien que ces histoires existent. Abonnez-vous, faites un petit coucou en commentaire et dites-nous de quelle ville ou de quel pays vous nous suivez. Passons à l'histoire du jour. J'étais assise dans mon bureau à la maison quand la lettre recommandée est arrivée. Mes mains tremblaient en lisant les mots « avis juridique » tamponnés sur le devant. À l'intérieur, mes parents biologiques. Des gens que je n'avais pas vus depuis 28 ans me poursuivaient pour obtenir 50 millions de dollars sur l'héritage légué par mes parents adoptifs. 50 millions. De la part de gens qui m'avaient déposé dans un foyer d'accueil quand j'avais 5 ans et qui ne s'étaient plus jamais retournés. Le souvenir m'a frappé de plein fouet, comme un train de marchandises. Je me souviens de ce jour si clairement. Ma mère biologique, s'agenouillant dans ce couloir gris qui sentait le nettoyant au pain et la vieille moquette. Maman revient tout de suite, Clara, avait-elle dit, ses yeux fuyant les miens. Sois une gentille fille et attends ici. J'avais serré mon lapin en peluche, celui à qui il manquait un œil, et j'avais hoché la tête. J'ai attendu. Et attendu. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Ils ne sont jamais revenus. Et maintenant, selon ce procès, ils voulaient faire valoir des droits familiaux sur l'argent hérité des seuls vrais parents que j'ai jamais connus. L'audace de la démarche m'a donné la nausée. J'ai immédiatement appelé mon avocat. Darnell, ai-je dit, ma voix tremblant d'une colère que je ne soupçonnais pas, il faut que tu vois ça. Envoyez-le-moi, a-t-il répondu calmement. Quelques minutes plus tard, il m'a rappelé. Clara, c'est sans précédent. Ils vous ont abandonné. Comment savait-il seulement pour l'héritage? C'est ce que je voulais savoir. Les Johnson avaient gardé leur richesse privée. Lorsqu'ils sont décédés l'année dernière, maman d'un cancer, et papa d'une crise cardiaque 6 mois plus tard, j'avais été anéanti. Ils m'avaient sauvé, aimé, tout donné. Et maintenant, des étrangers essayaient de tout prendre. Avant les Johnson, ma vie était une toute autre histoire. Après l'abandon de mes parents biologiques, j'ai passé 3 ans ballotté de foyer en foyer. La première famille, les Henderson, était assez gentille mais débordée avec 7 autres enfants. Je dormais sur un canapé dans le salon. Mes affaires étaient fourrées dans un sac plastique sous la table basse. Madame Henderson faisait de son mieux, mais je n'étais qu'une bouche de plus à nourrir, un autre corps prenant de la place. Le deuxième foyer était pire. Monsieur Patterson avait un tempérament explosif qui éclatait pour des broutilles. Du lait renversé, trop de bruit, des devoirs trop longs. Sa femme tressaillait dès qu'il élevait la voix et nous, les enfants, avions appris à devenir invisibles. Je me souviens m'être caché dans le placard pendant ces crises de rage, me bouchant les oreilles, priant pour ne pas être remarqué. L'assistante sociale a fini par nous retirer de là, mais le mal était fait. J'avais appris qu'on ne pouvait pas faire confiance aux adultes. Puis sont venus les Robinson, qui voyaient les enfants placés comme des chèques de paie. Ils nous nourrissaient le strict minimum, achetaient des vêtements d'occasion qui nous allaient à peine et dépensaient les allocations pour eux-mêmes. Je me souviens avoir regardé Madame Robinson rentrer avec de nouveaux bijoux alors que nous mangions des pâtes pour le 5e soir d'affilée. Tu devrais être reconnaissante, me lançait-elle quand je demandais du rab. Personne d'autre ne voulait de toi. Ces mots m'ont hanté. Personne d'autre ne voulait de moi. À 8 ans, je croyais que c'était vrai. J'étais abîmé, impossible à aimer, indésirable. Mes parents biologiques l'avaient prouvé, non? Ils avaient choisi leur liberté plutôt que moi. Chaque soir, je chuchotais à mon lapin, qu'est-ce qui cloche chez moi? Le lapin, bien sûr, n'avait pas de réponse. Puis, un mardi matin d'octobre, mon assistante sociale, Madame Oliver, m'a dit, Clara, il y a un couple qui veut te rencontrer. J'avais déjà entendu ça et je ne ressentais rien. Une autre entrevue, un autre rejet. J'avais 8 ans, presque 9, trop vieille pour la plupart des familles qui voulaient des bébés ou des tout-petits qu'ils pourraient modeler de zéro. Mais Eleanor et Edward Johnson étaient différents. Ils sont entrés dans la salle de visite et les yeux d'Eleanor se sont remplis de larmes dès qu'elle m'a vu. Pas des larmes de pitié, autre chose. De la reconnaissance, peut-être. Elle s'est assise en face de moi tandis qu'Edward restait en retrait, me laissant de l'espace. Bonjour, Clara, a-t-elle dit doucement. J'ai entendu dire que tu aimais dessiner. J'ai haussé les épaules.
J'avais appris à ne rien montrer, ne rien ressentir, c'était plus sûr comme ça. Mais Eleanor a sorti un carnet de croquis et des crayons de couleur, des chers, pas ceux du magasin à $1. Voudrais-tu dessiner quelque chose avec moi? Nous sommes restés assises en silence pendant 20 minutes, juste à dessiner. Elle n'a pas posé de questions intrusives ni fait de promesses. Elle existait simplement à mes côtés. Quand la visite s'est terminée, elle a touché mon épaule doucement. J'aimerais te revoir. Est-ce que tu serais d'accord? Au cours des 6 mois suivants, ils m'ont rendu visite chaque semaine. Il apportait du matériel d'art, des livres, m'emmenait dans des musées et des parcs. Édouard m'a appris à jouer aux échecs, expliquant chaque mouvement avec une patience infinie. Eleanor écoutait quand j'ai enfin commencé à parler des Patterson, des Robinson, de la douleur d'être abandonnée. Elle n'a jamais dit « ça va aller ». Au lieu de cela, elle a dit « c'était mal ». Ce qui t'est arrivé était injuste et tu méritais mieux. Le jour où ils ont demandé à m'adopter, j'ai pleuré pour la première fois en 3 ans. L'adoption a été finalisée 3 mois avant mon 9e anniversaire. Les Johnson, mes parents maintenant, m'ont organisé une fête comme je n'en avais jamais imaginé. Des amis de ma nouvelle école, un gâteau avec mon nom en belle écriture cursive, des cadeaux emballés dans du papier brillant. Quand j'ai soufflé les bougies, Eleanor s'est penchée et a murmuré « Bienvenue à la maison, ma chérie. » Pour toujours. Pour toujours. Ce mot signifiait quelque chose maintenant. Ils m'ont inscrite en thérapie avec le docteur Patricia Williams, une psychologue noire spécialisée dans les traumatismes de l'enfance. Clara, a dit le docteur Williams lors de notre première séance, tu as survécu à des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de brisé. Cela fait de toi quelqu'un de fort. Et maintenant, nous allons t'aider à te sentir en sécurité à nouveau. Cela a pris des années. Des années de cauchemars, de tests de limites, d'attente que mes nouveaux parents m'abandonnent aussi. Mais ils ne l'ont jamais fait. Quand je faisais des crises et j'en ai fait, des colères spectaculaires, les repoussant ils restaient calmes. Édouard s'asseyait devant la porte verrouillée de ma chambre et me parlait à travers. Je ne vais nulle part, Clara. Je serai là quand tu seras prête. Eleanor laissait des mots dans mon déjeuner. Je t'aime. Rien de ce que tu feras ne changera ça. Lentement, prudemment, j'ai commencé à les croire. J'ai excellé à l'école, découvrant que j'avais un don pour les mathématiques et les affaires. Papa, un investisseur immobilier prospère, m'a appris la gestion immobilière, les intérêts composés, la planification stratégique. Maman, ancienne conservatrice d'art, m'a montré comment apprécier la beauté, comment voir l'histoire dans chaque chose. Au lycée, je m'épanouissais. L'université dans une faculté prestigieuse. Finalement, j'ai lancé ma propre société d'investissement. La mort de mes parents m'a frappé comme un tsunami. Le diagnostic de cancer de maman est tombé soudainement, stade 4, déjà propagé. Nous avons 6 mois, peut-être 1 an, a dit le médecin. Papa lui tenait la main, le visage gris. Je suis retourné vivre à la maison immédiatement, mettant mon entreprise en pause pour m'occuper d'elle. Ces derniers mois furent précieux et horribles. Clara, a chuchoté maman un soir, sa voix affaiblie par la chimio. Tu dois savoir quelque chose. Quand nous t'avons trouvé, nous ne cherchions pas à adopter. Nous ne pouvions pas avoir d'enfants et nous avions fait la paix avec ça. Mais ensuite, j'ai vu ton visage dans ce foyer. Elle a fait une pause, rassemblant ses forces. Tu nous as sauvés autant que nous t'avons sauvés. Tu as donné un sens à nos vies. N'oublie jamais que tu es digne d'amour. Pas à cause de ce que tu accomplis ou de ce que tu as, mais à cause de qui tu es. Elle est décédée un dimanche matin en nous tenant la main à tous les deux. Papa n'a plus jamais été le même. Ils étaient mariés depuis 35 ans, ensemble depuis l'université. Il a essayé de tenir le coup, mais son cœur n'a littéralement pas supporté. 6 mois plus tard, il a fait une crise cardiaque massive dans son sommeil. Paisible, a dit le médecin. Moi, j'appelle ça un chagrin d'amour. La lecture du testament a été dévastatrice d'une autre manière. Il m'avait tout laissé. 80 millions de dollars d'actifs. Propriété, investissement, liquidité, collection d'art. À notre fille Clara, disait le testament, qui a apporté la lumière dans nos ténèbres. Construis quelque chose de beau avec ça. Rends le monde meilleur. Nous serons toujours fiers de toi. J'ai sangloté dans le bureau de l'avocat,
reconnaissante et anéantie. L'argent semblait n'être que des cendres comparées à leurs pertes. J'ai créé une fondation en leur nom, axée sur la réforme du système de placement et le soutien à l'adoption. Cela semblait juste de les honorer ainsi. Après avoir reçu le procès, j'ai engagé un détective privé nommé James Tucker. Je veux tout savoir, lui ai-je dit. Comment ils ont découvert l'argent, ce qu'ils ont fait pendant 28 ans, pourquoi ils s'en prennent à moi maintenant. James était un ancien du FBI, spécialisé dans les enquêtes financières. Si quelqu'un pouvait découvrir la vérité, c'était lui. 2 semaines plus tard, il est entré dans mon bureau avec un dossier épais. « Clara, tu ne vas pas aimer ça », a-t-il dit, l'expression grave. « Tes parents biologiques, Terence et Shanice Walker. Ils ne sont pas dans le besoin. Ils vivent dans une maison de 4 chambres en banlieue. Terence dirige une entreprise de construction modérément prospère. Shanice travaille comme administratrice de soins infirmiers. Revenu combiné d'environ 200 000 $ par an. Je l'ai regardé fixement. Donc ils ne sont pas pauvres. Alors pourquoi? Il y a plus, a interrompu James. Ils ont 3 autres enfants. Des jumeaux de 24 ans et une fille de 20 ans. Tous élevés dans cette maison, tous envoyés à l'université. Ton frère, Justin, est avocat. C'est lui qui a déposé la plainte en leur nom. La pièce s'est mise à tourner. Ils avaient gardé leurs autres enfants. Les avaient élevés, aimés, payé leurs études. Mais moi? J'étais jetable. Pourquoi m'ont-ils abandonné, ai-je chuchoté. James a feuilleté ses notes. J'ai interrogé d'anciens voisins, fouillé dans les dossiers judiciaires. D'après ce que je peux dire, ils étaient jeunes, 21 et 22 ans quand ils t'ont eu, en difficulté financière, se disputant constamment. Quand les choses sont devenues difficiles, ils se sont blâmés mutuellement. Et ils t'ont blâmé toi. Ils ont blâmé une enfant de 5 ans. Les gens font des choses horribles quand ils sont dépassés, Clara. Ils ont dit aux services sociaux qu'ils avaient besoin d'une aide temporaire. Mais ils ne sont jamais revenus. Contre l'avis de mon avocat, j'ai décidé de les rencontrer. J'avais besoin de les regarder dans les yeux, d'entendre leur justification de vive voix. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un lieu neutre, une salle de conférence au cabinet de Darnell. Je suis arrivé en avance, le cœur battant la chamade contre mes côtes. Quand ils sont entrés, je les ai à peine reconnus. Terence Walker était grand, grisonnant aux tempes, portant un costume coûteux. Shanice avait pris du poids, mais avait toujours les mêmes yeux dont je me souvenais. Brun, sur la défensive. Derrière eux venait leur fils avocat, Justin, portant une mallette. Il ressemblait à son père. À mon père, techniquement. Cette ressemblance m'a donné la nausée. Clara, a dit Shanice d'une voix hésitante. Tu as tellement grandi. Tu es magnifique. L'audace de cette déclaration, comme si elle avait gagné le droit de commenter mon apparence, comme si elle avait été là pour ma croissance, a fait jaillir une rage en moi. J'ai gardé ma voix égale. Passons les politesses. Vous m'avez abandonné il y a 28 ans et ne vous êtes jamais retourné. Maintenant, vous voulez 50 millions de $. Expliquez-vous. Terence s'est éclairci la voix. Nous comprenons que tu sois en colère, mais légalement. Légalement? Je l'ai coupé. Vous pensez que c'est une question de légalité? Vous avez laissé une enfant de 5 ans en famille d'accueil. Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai vécu? Les yeux de Shanice se sont embués de larmes. Nous étions si jeunes, Clara. Nous ne pouvions pas gérer. Nous nous noyions financièrement, émotionnellement. Nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux. Mieux pour qui? Certainement pas pour moi. Nous avons fait des erreurs, a dit Terence. Mais nous sommes toujours tes parents. Ta famille de sang. La loi reconnaît. La loi reconnaît l'abandon, a interjeté froidement Darnell. Justine a ouvert sa mallette en sortant des documents. Madame Walker ou préférez-vous Johnson? Notre position est simple. Vous avez reçu un héritage qui devrait légitimement inclure une considération pour votre famille biologique. 50 millions, c'est moins des 2/3 de la succession. Nous sommes raisonnables. Raisonnables. J'ai ri amèrement. Vous avez gardé 3 enfants. Élevés, payé leurs études. Mais vous m'avez jeté comme un vulgaire déchet. Dis-moi, Justine.
Ont-ils parlé de moi en grandissant? Savais-tu seulement que j'existais? Son visage a rougi. C'est sans rapport avec l'affaire juridique. Réponds à la question. Silence. Puis, étonnamment, c'est leur fille qui a parlé. Elle se tenait dans un coin, et je ne l'avais même pas remarqué entrer. Je ne savais rien de toi jusqu'au mois dernier, a-t-elle dit doucement. Quand ils nous ont parlé du procès, ils ont dit. Ils ont dit que tu avais été adopté par une famille riche et que tu n'avais jamais voulu de contact avec nous. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, ma voix se brisant. J'ai attendu. Pendant des années, j'ai attendu qu'ils reviennent. Je pensais que quelque chose clochait chez moi, que j'étais impossible à aimer. Comprenez-vous ce que cela fait à une enfant? Shanice pleurait ouvertement maintenant. Nous allions revenir. Nous avons toujours eu l'intention de revenir. Mais le temps a passé et nous avons entendu dire que tu avais été adopté et nous avons pensé que tu étais mieux ainsi. Vous avez mal pensé. J'ai passé 3 ans en famille d'accueil avant que les Johnson ne m'adoptent. 3 ans à être ballotté, négligé, traité comme un fardeau. Et vous étiez là tout ce temps, à vivre vos vies, à avoir d'autres enfants. Clara, s'il te plaît, Terence a tendu la main vers moi. J'ai reculé brusquement. Ne me touchez pas. Vous avez perdu ce droit il y a 28 ans. La réunion s'est mal terminée, mais elle a ouvert une porte à laquelle je ne m'attendais pas. Ce soir-là, leur fille, ma demi-sœur, m'a appelé. Je m'appelle Kennedy, a-t-elle dit. Je sais que tu ne me dois rien, mais pourrions-nous parler? Juste nous deux. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer pour un café. Kennedy avait 20 ans, étudiante en 3e année de travail social. Nous étions assises l'une en face de l'autre, 2 inconnus liés par le sang et la trahison. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle commencé. Toute ma vie, j'ai cru être l'aîné. Apprendre pour toi, pour ce qu'ils ont fait. Je suis dégoûté. Elle avait l'air sincèrement bouleversée. Justine. Et Patrick. Nos frères, ils se concentrent sur l'argent. Papa les a convaincus que tu es une sorte d'arnaqueuse qui a manipulé une famille riche. Mais j'ai fait des recherches. J'ai trouvé des articles sur ta fondation, ton travail avec les enfants placés. Ce n'est pas une arnaque. C'est quelqu'un qui essaie de guérir. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé avec méfiance. Parce que c'est mal. Ce qu'ils font est mal. Et je pense. Elle a hésité. Je pense qu'ils nous ont menti toute notre vie. Sur beaucoup de choses. Elle a sorti son téléphone pour me montrer des photos. C'est de leur fête de 20e anniversaire de mariage. Regarde la date. J'ai regardé. Il y a 25 ans. 3 ans après m'avoir abandonné. Ils ont organisé une fête, ai-je dit d'un ton plat. Avec tous ces gens célébrant leur amour et leur engagement. Pendant que je dormais sur le canapé d'un étranger, me demandant pourquoi ma maman ne m'aimait plus. Les yeux de Kennedy se sont remplis de larmes. Je suis tellement désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis tellement désolé. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté son enfance avec des parents aimants mais secrets, qui ne parlaient jamais de leur passé. La déposition était prévue pour la semaine suivante. Darnell m'avait préparé minutieusement. Ils vont essayer de te dépeindre comme une ingrate, comme quelqu'un qui leur doit une loyauté biologique. Reste calme, tiens-toi au fait, ne les laisse pas te provoquer. Mais rien n'aurait pu me préparer à la guerre émotionnelle qui a suivi. Justine a mené l'interrogatoire. Madame Johnson, vous prétendez que mes clients vous ont abandonné. Mais n'est-il pas vrai qu'ils vous ont placé en famille d'accueil avec l'intention de vous récupérer une fois leur situation financière améliorée? Non, ai-je dit clairement. Ils ont dit au système qu'ils avaient besoin d'une aide temporaire et ne sont jamais revenus. C'est un abandon, pas une intention. N'est-il pas vrai que vous avez refusé tout contact avec votre famille biologique? J'étais une enfant. Ils étaient les adultes. La responsabilité de maintenir le contact était la leur, pas la mienne. Vous avez grandement bénéficié d'avoir été adopté par une famille riche. Auriez-vous eu les mêmes opportunités avec mes clients? C'est là que j'ai craqué. Vos clients. Vos parents. Et oui, j'ai bénéficié d'avoir été adopté par des gens qui m'aimaient vraiment. Des gens qui étaient présents. Des gens qui n'ont pas traité leur enfant comme une erreur qu'on peut effacer. Madame Johnson, non,
laissez-moi finir. Vos parents ont eu 3 autres enfants après moi. 3 enfants qu'ils ont gardés, aimés, soutenus. Donc clairement, le problème n'était pas le stress financier ou la jeunesse. Le problème, c'était moi. Ils ne voulaient pas de moi. Et maintenant, parce que les gens qui voulaient de moi m'ont laissé de l'argent, soudainement je vaux la peine d'être réclamé? Ce n'est pas la famille, ça. C'est de la cupidité. La pièce est devenue silencieuse. Même Justine semblait momentanément à court de mots. Darnell m'a touché le bras doucement. Faisons une pause, a-t-il suggéré. Mais je n'avais pas fini. James Tucker avait été occupé. Pendant la pause, il m'a prise à part avec un nouveau développement. Clara, j'ai trouvé quelque chose. Tes parents biologiques ont renoncé à leurs droits parentaux 8 mois après t'avoir placé en famille d'accueil. C'est dans les dossiers du tribunal. Ils ne t'ont pas juste abandonné informellement. Ils ont légalement mis fin à leurs droits pour ne pas être poursuivis pour une pension alimentaire. Le monde a basculé. Ils avaient mis fin à leurs droits. Complètement. Ce qui signifie que ce procès n'a aucune base légale, quelle qu'elle soit. Ils ne sont pas tes parents au sens juridique. Ils y ont renoncé. Quand nous avons repris, Darnell a lâché cette bombe au milieu de la procédure. Monsieur Walker, j'ai ici des documents judiciaires datant d'il y a 27 ans. Des documents montrant que vous et votre femme avez volontairement mis fin à vos droits parentaux sur Clara. Ce qui signifie que légalement, vous n'avez aucune prétention à son héritage. Aucune. Le visage de Terence Sœur est devenu blême. Shanice avait l'air sur le point de vomir. Justine s'est mis à bafouiller. Nous n'étions pas au courant d'eux. Vous êtes un avocat représentant vos parents dans une affaire de droits familiaux et vous n'avez pas vérifié l'historique juridique de base? La voix de Darnell était glaciale. Soit vous êtes incompétent, soit vous saviez et avez continué quand même. Alors? La réunion a viré au chaos. Les accusations volaient. Terence Sœur a prétendu qu'on lui avait dit que la renonciation aux droits n'était qu'une formalité. Shanice sanglotait qu'elle avait subi des pressions, qu'elle était jeune et effrayée. Mais la vérité était claire dans les documents. Ils avaient signé l'abandon de leurs droits pour éviter leurs responsabilités. Et maintenant, ils voulaient réclamer les bénéfices. Cette affaire est terminée, a déclaré Darnell. Nous allons déposer une contre-plainte pour détresse émotionnelle et frais juridiques. Et si vous persistez avec ce procès, nous demanderons des sanctions. Ils ont persisté. Malgré tout, ils ont continué, misant sur une faille, une sympathie d'un juge. Nous nous sommes donc retrouvés au tribunal 3 mois plus tard. La salle d'audience était bondée. Cette affaire avait attiré l'attention des médias. Une famille biologique poursuit sa fille adoptive pour des millions, titraient les journaux. Je me suis assise à la table des plaignants, essayant de paraître calme alors que mon estomac se nouait. La juge, une femme noire sévère nommée juge Harriet Morrison, a examiné l'affaire avec un scepticisme évident. Monsieur Walker, s'est-elle adressée à Justine, vos clients ont volontairement renoncé à leurs droits parentaux sur Madame Johnson il y a 27 ans. Sur quelle base légale réclamez-vous des droits familiaux sur son héritage? Justine a trébuché sur un argument concernant l'obligation morale et les liens biologiques. La juge Morrison n'a pas été impressionnée. Ce tribunal traite de droit, pas de morale. Et la loi est claire. Vos clients sont des étrangers pour Madame Johnson sur le plan légal. Elle s'est tournée vers moi. Madame Johnson, souhaitez-vous faire une déclaration? Je me suis levé, la voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Votre honneur, j'avais 5 ans quand ces gens m'ont laissé dans un foyer d'accueil et ne sont jamais revenus. Je les ai attendus. J'ai pleuré pour eux. Je me suis blâmé pendant des années en pensant que j'étais indigne d'amour. Les Johnson m'ont donné un foyer, de l'amour, de la stabilité. Tout ce que des parents devraient donner à un enfant. Ils ont gagné le droit de m'appeler leur fille. Ces gens devant vous, ils n'ont gagné que mon mépris. La salle d'audience était silencieuse. Quand ils ont appris que j'avais hérité de l'argent, soudainement je valais la peine d'être reconnu. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'exploitation. La juge Morrison a hoché la tête lentement. J'ai vu de nombreuses affaires au cours de mes années sur le banc, mais celle-ci me trouble particulièrement. Mais Madame Walker, vous avez fait le choix il y a 28 ans d'abandonner vos responsabilités. Le verdict de la juge Morrison a été rapide et brutal. Affaire rejetée avec effet immédiat.
De plus, j'ordonne aux plaignants de payer tous les frais juridiques et dépenses encourus par Madame Johnson. Monsieur Walker, je vous suggère de déconseiller à vos clients toute autre action en justice, sous peine de sanctions pour procédure abusive. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont afflué. J'ai fait une brève déclaration. J'espère que cette affaire servira de rappel, les enfants ne sont pas des biens que l'on peut jeter et récupérer à sa convenance. La famille se construit par l'amour et l'engagement, pas par la biologie et la cupidité. Les Walker sont partis par une entrée latérale, mais Kennedy m'a trouvé avant que je ne parte. Clara, je suis tellement désolé. Pour tout. J'ai coupé les ponts avec eux. Ce qu'ils t'ont fait, les mensonges qu'ils nous ont racontés. Je ne peux pas faire partie de ça. Tu n'as pas à t'excuser pour eux, lui ai-je dit doucement. Tu n'as rien fait de mal. Est-ce qu'on peut peut-être prendre un café un de ces jours? Juste comme deux personnes, pas comme faisant partie de ce gâchis. J'ai réfléchi. Une partie de moi voulait dire non pour clore ce chapitre complètement, mais Kennedy était innocente là-dedans, une victime de leurs mensonges aussi. Peut-être, ai-je dit. Un jour. 6 mois plus tard, je me tenais devant les tombes de mes parents, Eleanor et Edward Johnson, les seuls parents qui comptaient. On a gagné, ai-je chuchoté en déposant des fleurs sur leur pierre tombale. Ils ont essayé de prendre ce que vous m'avez donné, mais on a gagné. Mais la victoire semblait creuse. J'avais gagné l'argent, la vindicte, la justice. Mais j'avais aussi dû revivre mes pires traumatismes, affronter les gens qui m'avaient brisé, admettre au monde entier à quel point j'avais été indésirable. J'ai agrandi la fondation, versant plus d'argent dans la réforme du système de placement. Chaque enfant que j'aidais me donnait l'impression de guérir un morceau de mon propre cœur brisé. Mais certaines blessures ne se referment jamais totalement. Parfois, je me réveille encore la nuit, redevenu cet enfant de 5 ans, attendant une mère qui ne reviendra jamais. La différence maintenant, c'est que je sais que ce n'était pas ma faute. J'étais digne d'amour depuis le début. Et c'est une vérité qui vaut plus que 80 millions de dollars. Même si, je ne vais pas mentir, garder l'argent, ça fait aussi un bien fou. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire compte aussi.